En direct avec Françoise Futé, donc conseillère départementale communiste alors c'est au handicap, en charge du handicap. En charge du handicap. Présidente de la commission handicap, précisément. Voilà. En campagne, puisque tu es candidate pour revenir en deuxième semaine, comme on dit. Ça. Au départemental, oui, il y a une élection départementale, je tiens à le signaler, parce que tout le monde a l'air de s'en foutre. Donc, alors Françoise, tu n'es pas la femme du passif, comme aurait dit quelqu'un à propos de quelqu'un d'autre. Tu es arrivée, c'est ton premier mandat, oui. Conseillère départementale, et donc comment tu as trouvé le handicap, si j'ose dire, et comment pendant ces 6 années tu as travaillé pour faire évoluer dans le bon sens le handicap? Disons que j'ai trouvé le handicap, comme sans doute beaucoup d'autres, mais c'est une politique qui se mène de façon très étroite avec de nombreux partenaires, qui sont les associations représentatives des personnes en situation de handicap, des comités d'usagers eux-mêmes et les institutions avec lesquelles on travaille, telles que l'ARS notamment. Et il y a aussi la MDPH. Alors, la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, c'est effectivement la structure chargée de l'attribution des prestations, de l'orientation des personnes, et c'est un groupement d'intérêt public présidé par le conseil départemental, et je suis la présidente déléguée de la commission exécutive de la MDPH. Donc elle joue évidemment, la MDPH, un rôle extrêmement important dans le parcours de vie, on va dire, des personnes en situation de handicap. Est-ce que elle est accessible, la MDPH? Alors, c'est vrai que c'est le comble, c'est le truc, tu as des blocos dedans, tu dois ramper pour accéder. Non. Je pense que la MDPH, c'est un lieu très accessible, il y a des permanences tous les jours. D'ailleurs, je tiens à signaler que... Humaine, parce que c'est important ça. Téléphonique. Et je tiens à signaler d'ailleurs qu'au moment du premier confinement, la MDPH, même si elle ne pouvait pas recevoir du public, a mis tout en œuvre pour pouvoir répondre téléphoniquement et a continué à traiter tous les dossiers pour qu'il n'y ait pas de retard dans les dossiers. Et d'ailleurs, le conseil départemental a été la seule institution publique à aller avoir un guichet social ouvert dans ce moment extrêmement critique. Donc la MDPH, elle est à la disposition des personnes. C'est vrai que quelquefois, il y a besoin de mieux la faire connaître, de simplifier. Alors elle est où déjà localisée? Elle est à l'espace ex-Bretonneau et désormais Christian Bourquet, rue Bretonneau, donc vers Auchan. On n'a pas changé le nom de la rue. Non, la rue n'a pas changé. Donc les équipes de la MDPH ont fait un gros travail parce qu'une des problématiques qui était prégnante, notamment en 2016, c'était les délais de traitement des demandes. Donc il y a eu un énorme travail de fait pour réduire ces délais. Et on est désormais on est passé de 6 mois à 2 mois et demi à peu près, qui sont, pour une demande adulte, qui sont les délais légaux. Il y a aussi la mise en place, alors ça peut paraître un peu technique, mais en fait ça a des effets sur le traitement des dossiers, les évaluations, etc. La mise en place d'un nouveau système d'information qui va favoriser pour les personnes qui ont accès le téléservice, le traitement des dossiers, les demandes en ligne, et ensuite, avec les développements, la personne pourra savoir... Il y a un transal qui passe. pourra savoir où en est son dossier. Et puis, il y a une volonté aussi de simplification en développant les demandes sans limite, les attributions de dossiers sans limitation de durée. C'est-à-dire, bon, il y a des situations où on sait que de toute façon, le handicap, il ne va pas... la jambe ne va pas repousser. Voilà, exactement. Donc c'est important aussi, à la fois pour les personnes... Parce que c'est chiant de faire je sais de quoi je parle, je suis en renouvellement. Voilà, c'est bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est quelques aspects. Et il y a aussi quand même un travail d'évaluation sur ce qui se passe à l'MDPH avec un comité des usagers qui a travaillé. Bon, il a été un petit peu en sommeil, l'idée c'est de vraiment le remettre en place. Évidemment, les gens étaient chez eux. De gens donc qui ne sont pas affiliés à des associations, mais qui nous disent voilà, là ça va pas, là il faut arranger sur la qualité. Alors c'est de l'argent pour ceux qui ont du mal à travailler. Tout à fait. Et c'est aussi là justement derrière on voit un type qui passe en chaise roulante
c'est comment circuler dans une ville. Les villages, je sais pas, mais Perpignan, hier je me suis gaufré par exemple, parce que regarde, tu vois là, tu as 2 dénivelés, 3, et donc il faisait chaud, et donc j'ai eu une faiblesse de cheville, je me suis gaufré la gueule. C'est l'accès à la ville est très compliqué. Alors en marchant, mais pas que pour les handicapés, c'est valable pour les femmes enceintes avec poussette, les vieux et les personnes âgées qui commencent à faire du monde, et en transport public. Alors c'est pas votre métier, mais est-ce qu'il n'y a pas, si tu es réélu, moyen de travailler avec la ville de Perpignan pour se coordonner? Alors, la question de l'accessibilité universelle, qui devrait être la norme, c'est un problème fondamental, c'est un problème politique, parce que c'est quelque chose qui était prévu par la loi de 2005, et on se rend compte que pour des raisons... en général, c'est une des raisons d'argent, ça coûte trop cher. C'est tout à fait ça, pour des raisons d'austérité, des politiques qui n'ont pas accès là-dessus, c'est resté en stand-by. Alors il y a eu quelques avancées sous la poussée et mobilisation quand même, notamment des associations de personnes en situation de handicap, il y a eu les agendas, ce qu'on appelait les ADAP, pour obliger les établissements qui reçoivent du public d'aménager et que les personnes en situation de handicap puissent aller qui au restaurant, qui au magasin, etc. Mais on est un peu resté au milieu du gué, et je pense qu'effectivement, ça demande des investissements importants, et moi je suis tout à fait pour que ce soit favorisé. Et parce que c'est valable dans les rues, c'est valable pour le logement, c'est valable partout. Et on est bien loin du compte. Et en plus, c'est un investissement qui concerne, tu le soulignais, beaucoup de gens, puisque avec l'augmentation de la durée de la vie, les personnes âgées... Mais pas que, les femmes enceintes, les femmes avec poussette, là, c'est une bande de jeunes qui passent. C'est toujours surprenant qu'à Perpignan, il y ait des jeunes... C'est collégiens. Voilà. Et donc, donc c'est un combat, moi, que je suis prête à mener, tout à fait. Et alors, il y a aussi, pour que ce soit accepté dans la société, il y a l'image de handicapé, mais pas en tant que martyr. Et c'est juste une personne, c'est pas pratique pour eux. Vis ma vie, quoi, en gros. Oui, tu parles par rapport à la communication. Oui, de toute façon, je crois qu'il faut aborder la question du handicap sur le principe que personne n'est à l'abri d'être un jour handicapé pour une raison X ou Y. On va laisser passer peut-être. Hein. Non, on y va, c'est bon. Donc ça, c'est une première chose. Il faut se sentir déjà concerné par ce principe-là. Ensuite, je fais toujours référence à la loi de 2005. Parce que je pense qu'il faudrait une nouvelle grande loi. Mais est-ce que les lois, le problème des lois, je pense à la sécurité, il y a des tas de lois qui existent, si elles ne sont pas appliquées, c'est pas la peine de faire des grandes lois, des Beauvau, on est d'accord, mais là, Grenelle. Là, je pense que la loi de 2005, elle a quand même permis des évolutions intéressantes, notamment sur la question de la citoyenneté, de dire justement les personnes en situation de handicap comme les autres sont des citoyens à part entière et doivent pouvoir avoir accès à tout de la même manière. Ça, c'est en théorie. Alors, il y a eu des avancées, mais aujourd'hui... il faut faire appliquer toute la loi. D'une part, faire appliquer toute la loi, et puis la faire évoluer de façon plus importante sur... il y a des problématiques d'accès à l'école, parce qu'il y a la question avec les aides éducatives à l'école, les AESH. Il n'y en a pas suffisamment. On parle d'école inclusive, mais encore faut-il déployer d'école ou de société inclusive. Encore faut-il déployer les moyens nécessaires en termes d'accompagnement pour permettre justement cette inclusion dans la société. Il faut développer des logements inclusifs. On propose des habitats partagés. Je veux dire. Mais ça, est-ce que ça dépasse pas le cadre de... Est-ce qu'il y a des HLM spéciaux, par exemple? Est-ce que vous avez en charge des HLM? Il me semble que oui. Pas des HLM spéciaux. Disons que ce qu'il faut déjà, c'est que les logements HLM soient accessibles. C'est la première chose dès la construction. D'ailleurs, la loi Elan avait été passée de 80% de logements accessibles à 20%, ce qui n'était pas une avancée. Donc, il n'y a pas des logements spéciaux, mais on peut imaginer
peut-être des regroupements de logements permettant un partage de services d'accompagnement à proximité les uns des autres, mais intégrés ou dans les centres-villes ou intégrés avec l'ensemble de la population. Je crois que l'inclusion, c'est ça. C'est pas de faire des ghettos d'un côté. Alors, quel est l'accès à la culture des handicapés? Parce que il faut aussi... Alors, tu me diras, en la matière, l'essentiel de la population est pas stimulé. Mais on peut aller chercher les handicapés pour les amener à des pièces de théâtre, exactement. etc. Alors, l'accès à la culture pour les personnes handicapées, bon, d'abord, il y a les problématiques que rencontrent beaucoup de jeunes, c'est des fois une question financière. Alors déjà, donc là, c'est à réfléchir et à développer justement un accès moins onéreux à la culture. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème des transports, puisque le soir... La bonne dame. Là, il n'y a plus de possibilités de transport. Il y a un aménagement aussi, parce que on a travaillé un peu cette question de l'accès à la culture avec la formation handicap du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Et il y avait aussi à réorganiser par rapport aux interventions d'aide à domicile quand les personnes doivent aller au spectacle le soir. Enfin, ça met en marche tout un tas de problématiques. Voilà. Donc moi je pense qu'il faudrait travailler la question, et moi j'avais dans l'idée... Alors ensuite, il y a la faisabilité réglementaire et autres, de faire qu'il y ait un système de transport qui puisse intervenir le soir avec des chèques, des sortes de chèques. Ça se fait dans certains endroits pour les personnes âgées, qui puissent permettre de financer. Chacun finance sa part, à la fois plusieurs institutions et la personne elle-même pour pouvoir accéder au transport pour aller à un spectacle, etc. Enfin, c'était en réflexion, mais c'est une vraie question. Alors, il y a aussi pour le tourisme. Alors, réception de touristes handicapés. Oui. Et envoyer, projeter, comme on dit, des OPEX d'handicapés d'ici ailleurs. Il existe des associations qui s'occupent de... Elles couvrent, oui, mais est-ce qu'elles couvrent combien de pourcents aussi? Voilà. Il y a une question financière qui se pose aussi. Mais je voudrais signaler que quand même le service départemental du tourisme, l'ADT, a beaucoup travaillé sur l'accessibilité, ne serait-ce que déjà des lieux culturels du département. À la fois, bon, alors on pense souvent à la difficulté motrice, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des handicaps au pluriel. Et il y a la déficience mentale, il y a les problématiques de malvoyance, enfin de surdité, et aussi que ces lieux touristiques-là soient équipés du matériel nécessaire pour permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, d'apprécier et de profiter de ces lieux culturels. Donc il y a eu un travail important de fait déjà à ce niveau-là, et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là partout. C'est aussi un accès à la culture indispensable. Alors il y a aussi un manque d'accès aux médias. Les handicapés, c'est un peu comme les gitans, on les voit pas dans les médias locaux, ils n'apparaissent pas, et par exemple, France Bleu ne fait pas 2 heures sur qu'est-ce qui se passe au niveau, faire un bilan du handicap ici. Oui, ça serait intéressant. L'Indépendant pourrait faire des hors-séries comme ils ont fait sur Dali, où là, un excellent, des couvertures, 175 ans de couverture de l'Indépendant par l'excellent Gérard Bonnet. Comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ça? Il faut leur poser la question à eux. Non mais si, je pense que si le département pèse de tout son poids et il est lourd sur les médias locaux en leur disant bon ça va comme ça, maintenant vous nous devez le service public, alors France Bleu en particulier, France 3. France 3 c'est notre problème, ils ont que 7 minutes pour eux les pauvres. Oui, c'est vrai. Le temps de dire bonjour, il faut déjà fermer le journal. Oui. Mais on a besoin de vrais médias locaux qui parlent des problèmes d'ici, pas des amusettes. Oui, surtout que, bon, pour ne parler que de la politique du conseil départemental, c'est vrai que tu soulignais au début que ça ne soulève pas l'engouement, pourtant, c'est vraiment la collectivité. J'ai appris des trucs, on a discuté à midi, là. La collectivité du quotidien, hein. Voilà, vous êtes à portée de gifle, comme on dit en ce moment. Voilà, c'est ça. On intervient sur la vie quotidienne de l'enfance à la fin de vie. Plus un peu comme l'église catholique. C'est ça. Plus des collèges, la culture, le sport, voilà. L'écologie. Enfin, il reste des beaux morceaux après la loi NOTRe. Il y a beaucoup de choses, oui. Et d'ailleurs, je pense que la défense de l'existence des départements comme un échelon de proximité indispensable est un combat à continuer à mener parce que
par le biais des difficultés de financement par l'État, de la non-compensation des transferts de compétences, etc. Il y a toujours 5% qui manquent. Oh, c'est la part de l'ange. C'est plus que ça, hein. Bien plus que ça. Des fois, c'est 40% qui manquent. Ah oui, là, ça commence à être... Oui. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est aussi une bataille à mener importante pour une politique de proximité, de services publics de proximité, parce que ça, c'est fondamental. Alors là aussi, on n'a pas eu de débat. On a eu un débat sur France 3 qui était sous Tranxène. On n'a pas. Alors c'était marrant, il était à Montpellier. Alors qu'ils pouvaient le faire. La preuve, ils avaient Guy Toreil qui était des studios à Perpignan. C'était vraiment. Ça, on se demande parce qu'ici, il n'y a pas l'électricité, l'eau courante. Alors c'est pour ça. Donc ça aussi, on aimerait bien un service public des médias ici. Et le conseil départemental dont c'est pas les compétences évidemment, mais en tant que lobby peut peser là-dessus. Je sais pas si c'est le bon terme de lobby, mais oui, je pense qu'il faut qu'on fasse valoir, que le conseil départemental fasse valoir son... Pour informer les gens, voilà, oui, mais de manière fluide, pas à la sauvette 5 minutes. Non, mais effectivement, des débats à partir, je crois, des problématiques de la population, hein, qu'il s'agisse du logement, on parle du handicap, il y a les questions de santé, il y a les questions de transport, même si c'est pas notre compétence, mais on peut jouer politiquement un rôle sur ça, puisqu'on porte la proposition de RER catalan, qu'on oui, le tout train, moi je suis pour le tout ferroviaire, je pense aussi au train de fret, mais ça n'a rien à voir encore que... Voilà, disons que plutôt que le terme de lobby, je dirais que le conseil départemental est une collectivité qui a un poids politique incontournable et indiscutable, et je crois que on peut le mettre au service, en tout cas nous c'est notre option et c'est la mienne, de répondre du mieux possible aux besoins de la population et de voir comment, avec elle, dans le cadre d'une démarche citoyenne, on peut faire avancer ces questions-là. Donc, on est au bout de cette interview, on aurait dû faire plus, malheureusement, on peut en parler longtemps, le temps court. Alors, c'est le 20 juin prochain, dimanche 20 juin prochain. C'est ça. Il n'y a pas d'horaire, enfin si, ça commence à 8h. 8h, 18h. 8h, 18h, et la semaine d'après. Et 27. Et donc, toi, tu es Françoise Fuiter, canton numéro... Canton 8, Perpignan 3, c'est-à-dire un canton qui comprend, avec Cabestany pour la partie perpignanaise, Saint-Gaudéric, Saint-Jacques, le quartier Saint-Vicence. Donc on est en plein sur ton canton finalement. On est sur le canton. C'est pas parce que j'habite en bas. Non, c'est ça, exactement. Françoise Fuiter, merci. Au revoir.